Avant de passer au CETA, et il sera question d'environnement quand on va parler de ce traité entre l'Union européenne et le Canada, un commentaire sur le départ de Martin Selmayr de la Commission, du poste de secrétaire général. On l'a appris par le média hier. Ouais. Moi, j'étais à Paris toute la journée, donc je ne sais pas plus que de ce que j'ai lu. Vous vous en félicitez ? La Commission doit faire un nouveau élan, donc... C'était lui ou elle, en gros Non, je ne pense pas, mais c'est quand même raisonnable qu'elle peut former son équipe, qu'elle peut désigner les collaborateurs et qu'il y a un nouveau élan avec la nouvelle Commission. Alors ce CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, négocié depuis si longtemps déjà, et qui arrive à la ratification peu à peu dans les États membres, il est critiqué de toutes parts, ou en tout cas il est souvent critiqué. Est-ce qu'il est vraiment compatible en France et ailleurs? Est-ce qu'il est vraiment en Italie, en Belgique? On va y revenir, Cécilia Malmström. Est-ce qu'il est vraiment compatible, justement, avec ce Green Deal voulu par Ursula von der Leyen? Et vous disiez il faut faire beaucoup plus en termes d'environnement au sein de l'Union européenne. Tout à fait. Est-ce que le CETA est compatible avec les ambitions affichées? Oui, bien évidemment. Avec le Canada, on coopère dans cet endroit depuis longtemps. Le Canada qui n'est pas le pays le plus écologiste. Non, peut-être pas, mais ce gouvernement a quand même fait beaucoup de pas dans cette direction. Quand l'accord a été signé, l'accord de Paris n'était pas encore fait, donc elle n'est pas incluse dans le texte original, mais après cela, on l'a corrigé parce que le gouvernement actuel de M. Trudeau, qui est très engagé dans l'accord de Paris, donc on a fait un annexe pour attacher au CETA, et CETA est en force provisoire depuis 2 ans, et on regarde comment on peut, à travers de cet accord et à travers de tous les accords de coopération qu'on a déjà avec le Canada, approfondir notre coopération pour une commerce plus verte, pour une échange technologie verte et des projets de recherche, etc. Dans le projet de Green Deal d'Ursula von der Leyen, il y a notamment l'idée d'instaurer une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Oui. Est-ce que c'est compatible, je repose ma question dans un autre sens, avec plus de libre-échange en direction de l'Amérique du Nord? Mais on ne peut pas mettre une taxe carbone seulement vis-à-vis les autres pays si on ne l'a pas intérieurement à l'Union européenne. Ça sera contre l'OMC. Il y a certaines règles, normes internationaux. Il faut suivre le principe de non-discrimination. Moi, je suis tout à fait en faveur, depuis des décennies, d'une taxe carbone au sein de l'Union européenne. Dans mon pays, la Suède, on a eu ça depuis 30 ans. Ça marche très bien. Et la Suède a quand même eu une croissance importante. Mais on ne peut pas avoir ça dans les frontières sans l'avoir au sein de l'Union européenne. Mais que cette discussion commence, et je sais que beaucoup de politiciens canadiens s'intéressent à ce projet aussi. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait discuter ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau international. Comment on fait plus de commerce international, Cécilia Malmström, sans faire plus de dépenses carbone? Comment est-ce qu'on va favoriser les échanges entre l'Europe et l'Amérique du Nord, faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus pour obtenir de plus en plus de chiffres d'affaires, de croissance, sans que les émissions carbone soient en explosion? Mais comment vous expliquez ça? C'est pas le commerce en soi qui fait ça, c'est les transports. En partie. Oui, mais c'est les transports. En grande partie. En grande partie. Le commerce est responsable aussi d'émissions, évidemment, de carbone, par les échanges. Par le transport. Oui, mais les échanges, si un fabrique ou une usine investit au Canada, par exemple comme Decathlon l'a fait maintenant, il y aura plus d'investissement au Canada, il y aura plus de travaux là-bas. Les vélos... Ce qui est bien pour le Canada. Non, parce que les vélos... Oui, c'est bien pour le Canada. Mais les vélos, les bicyclettes qu'on vend dans cette entreprise qui va ouvrir bientôt à Montréal seront fabriqués en France. Donc ça donne des travaux en France. Avec ces travaux, on peut avoir pour aller livrer plus au de Canada. Taxes. Oui. Donc c'est les transports qui fait ça. Donc il faut coopérer pour faire que les transports maritimes et aériens deviennent plus verts. C'est ça. Mais arrêter le commerce, il y a beaucoup de commerces qui se font à travers de l'Internet, les services qui se font d'une manière virtuelle. Donc c'est les transports qu'il faudra attaquer. Le CETA ne s'occupe pas justement de cette question, de savoir comment est-ce que le transport peut devenir plus vert, comment est-ce que l'aérien ou le transport maritime non, ça c'est pas dans l'accord de commerce, CETA. Mais on a beaucoup de coopération avec les pays du monde entier pour voir ça. Et qu'est-ce qu'on peut aussi importer? La technologie verte
Il y a beaucoup de pays dans le monde qui font des technologies qui sont bien pour l'environnement. Donc, on essaye d'échanger cette technologie au Canada, en Europe, pour l'utiliser d'une manière ici en Europe ou ailleurs pour améliorer l'environnement. Ça peut être dans les communes ou dans les pays. Mais c'est les transports qu'il faut adresser. Et pour ça, il faut un engagement international. Il faut vraiment mettre les meilleurs cerveaux ensemble pour voir comment on peut vertifier, ça se dit, vertifier les transports. Verdir. Mais le commerce, tant que tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous voulez acheter ne se fabrique pas dans le village à côté, il y aura du commerce. Il y a eu du commerce pendant des milliers d'années. Bien sûr. On ne parle pas non plus de petits villages. Le Canada, de son côté, avec toute la possibilité d'échange en Amérique du Nord et l'Europe avec son marché intérieur qui est gigantesque, ce ne sont pas des petits villages. Non, mais tant que tout ce que vous voulez acheter ne se produit pas dans votre village, on fera du commerce. Bien sûr. 70 organisations seulement pour les Françaises, mais il y en a aussi en dehors de la France, doutent de ce que le CETA va protéger l'environnement. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ils sont aux côtés d'un ancien ministre d'État en France, Nicolas Hulot. Tout à l'heure, on recevra Mathieu Orphelin qui est du même avis. Il y a énormément de députés en France qui vont aujourd'hui se prononcer contre le CETA. C'est de l'obscurantisme, d'après vous? Ils n'ont pas bien lu les 2000 et quelques pages du traité? Je suppose qu'un député qui vote a bien lu le texte. Et dans le texte, on peut bien voir ce qu'il y a dedans et ce qu'il n'y a pas dedans. Et l'accord est en force depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il est déjà appliqué en grande partie, en tout cas pour ce qui concerne les compétences exclusives de l'Union, c'est ça? Oui, tout sauf l'investissement est en force depuis 2 ans. Le ciel ne nous est pas tombé dessus. Ça marche bien. Le commerce a amélioré, a augmenté. Les produits français ont augmenté leur exportation vis-à-vis le Canada. Ça crée des travaux. Les travaux, c'est important pour payer les salaires, pour pouvoir un état social qui peut faire toutes ces choses pour protéger l'environnement, pour avoir un état social qui fonctionne. Et il y a des milliers d'entreprises françaises et européennes qui dépendent du commerce extérieur au Canada et ailleurs. Et dans la plupart des pays européens, l'accord de Canada ne crée pas de débat. Ça a créé de l'emploi. En France, on a des chiffres déjà depuis 2 ans. Est-ce qu'on sait évaluer la façon dont le CETA a joué sur l'emploi? En France qui se sont faites. Je ne les connais pas en détail. Je sais que ça a été discuté dans l'Assemblée. Mais les chiffres que nous avons au sein de la Commission montrent très clairement que les exportations ont augmenté. En moyenne, 7-8% pour la France. En moyenne, mais par exemple dans l'agriculture, 23%, dans d'autres secteurs, 23% de plus pour les fromages, 82% pour le pain, pâtisserie, gâteaux et biscuits. Et tout ça, ça crée des travaux. Alors, on entendait tout à l'heure François Ruffin, député France Insoumise, dire que ce sont les industries chimiques et pharmaceutiques qui étaient à l'origine de ce traité, et qu'ils avaient mené la danse de manière un peu opaque. Mais du côté des libéraux aussi en France, on a un peu un front renversé. Certains députés LR vont voter contre, avec des arguments selon lesquels, par exemple, trop de traités bilatéraux pourraient entrer en contradiction avec l'esprit de l'OMC, dont vous parliez tout à l'heure, Cécilia Malmström. Comment vous voyez ça? Non, c'est tout le contraire. Nous vivons en ce moment avec des énormes tensions dans le commerce. Nous avons une guerre commerciale plus ou moins entre la Chine et les États-Unis. Nous avons la Chine qui est en train de faire du dumping, qui subventionne ces industries d'une manière illoyale, qui ne crée pas un level playing field qui est juste. Donc ça, c'est une chose. Les États-Unis sont plus en plus protectionnistes. Ils utilisent des mesures pour protéger leur marché qui ne sont pas en compatibilité avec l'OMC. Ils nous ont imposé des douanes sur l'acier et l'aluminium. Ils nous menacent avec des douanes sur les voitures et les pièces composées qui toucheraient gravement tous les pays de l'Europe et l'économie européenne. Et il bloque certaines désignations des juges au sein de l'OMC pour avoir des raisonnements de conflits. Donc, M. Trump, il dit ouvertement que le commerce est une mauvaise chose, que les guerres commerciales sont bonnes.
Donc il faut montrer dans ce monde que l'Europe et autres pays, comme le Canada par exemple, on est fermement pour le multilatéralisme, pour les règles et les normes internationales, pour la défense, les réformes et la modernisation de l'OMC. Et en faisant ces traités bilatéraux qu'on fait, c'est une manière aussi de défendre tout cela. Et de renforcer le multilatéralisme aussi. Tout à fait, parce que tout ce qui est dans l'accord de Canada et les autres accords que nous avons faits ou que nous négocions sont en complète compatibilité avec les règles actuelles de l'OMC, mais c'est vrai que l'OMC, comme c'est une organisation qui bouge lentement, qui est lente, oui, les multilatérales, il y a 164 États membres, on travaille par l'unanimité, elle va au-delà. Nombre d'opposants au CETA, Cecilia Malmström, ne demandent pas forcément un rejet pur et simple du traité, plutôt un ajournement du vote, éventuellement en vue d'une renégociation au cœur de la polémique, notamment ces tribunaux arbitraux qui choquent beaucoup, accusés de favoriser les entreprises, et d'ailleurs proportionnellement à leur taille par rapport aux États, aux ONG, aux particuliers. Est-ce que c'est donner trop de pouvoir aux entreprises et aux grandes entreprises multinationales, ces tribunaux arbitraux? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je crois qu'il faut avoir les faits bien décidé ici. L'ancien système pour résoudre les conflits entre une compagnie et un État, par exemple quand il y avait une discrimination ou une change de licence qui était discriminatoire, ça se réglait par un système qui s'appelait ISDS, qui a été fortement critiqué. Moi j'ai dit déjà à mon installation il y a 4 ans et demi que c'est un système qui est antique, qu'il faut changer. Il y a dans ce monde 3600 traités bilatéraux dans ce cas. La France en a 120. Vous en avez déjà. Donc, il faut reformer ce système pour voir que les États peuvent faire des lois pour protéger leurs citoyens contre l'environnement, des dangers, les consommateurs, qui sont légitimes. Donc, une compagnie ne peut jamais mettre ça en question tant que ce n'est pas discriminatoire. Et ça, je crois qu'on peut se mettre d'accord. Avec le Canada, qui sont du même avis que l'ancien système ISDS est caduc, qu'il faut le reformer, on essayait de faire quelque chose assez expérimental. On a réformé le système en soi. On l'a fait beaucoup plus ouverte, on l'a fait beaucoup plus limité. Il y a un code de conduite pour les juges ou les arbiteurs. On a introduit des systèmes qui limitent vraiment les possibilités pour faire cela. Et avec le Canada et autres pays, nous travaillons ensemble pour mettre en œuvre un tribunal international qui remplacerait tous ces milliers d'accords que certains datent des années 60. Ouais. Le système dont vous parliez, là, c'est les vétos, le système de veto environnemental, c'est ça, pour surveiller les tribunaux arbitraux? Ça, c'est un accord qu'on s'est mis, on s'est mis d'accord avec le Canada pour faire ça, pour encore renforcer que en aucune condition, quand il y a une compagnie qui se plaint, théoriquement, d'une décision qui a été faite par le gouvernement français, européen ou canadien pour protéger l'environnement, que les deux pays peuvent se mettre d'accord pour dans un comité, une discussion. Oui. Ça vaut là tant qu'il y a des gouvernements qui sont plutôt favorables à l'accord de Paris. Quid de l'avenir quand le Canada sera peut-être dirigé autrement par quelqu'un qui a peut-être moins, ou l'Europe d'ailleurs. Sera dirigé autrement, mais les accords internationaux, on les signe pour qu'ils restent longtemps. Comment est-ce que vous voyez, de manière un peu plus générale, Cecilia Malmström, la mondialisation se faire à l'avenir? Est-ce qu'il faut changer les logiciels, les méthodes pour cette mondialisation dans les années qui viennent? Ce qu'il faut faire, la mondialisation, elle est là. Elle a toujours eu lieu. Ce qu'il faut faire, c'est de la maîtriser. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des institutions internationales très fortes. Il faut avoir des règles, des normes internationaux. L'OMC, par exemple. Il faut faire des accords en toute transparence. Il faut s'allier avec les pays avec qui on partage les mêmes valeurs. Mais il faut aussi davantage faire pour distribuer les biens, les bénéfices de la mondialisation. Et là, il faut faire beaucoup plus au niveau national. C'est les systèmes d'impôts, c'est les systèmes de sécurité sociale, les systèmes de comment diviser les bénéfices internes dans un pays. Et là, je crois, après la crise, on ne s'est pas tout à fait remise encore dans beaucoup de pays pour distribuer les bénéfices. Parce que le commerce en soi
est une bonne chose pour l'économie. Mais il faut distribuer les avantages. Ne rien faire dans l'opacité, c'est ce que vous venez de dire. C'est ce qui a été fait pendant les négociations du CETA. Vous estimez que ça a été suffisamment transparent? Depuis que je suis dans 2009? Ce poste, l'Union européenne est le négociateur commercial le plus transparent dans le monde. Nous avons des milliers et des milliers et des milliers de documents qui sont en ligne. Est-ce que vous les avez évalués? Ça existe en français? Quand le reproche vous est fait, c'est ce que vous répondez, que tout est possiblement accessible. Oui, tout à fait. Et nous nous engageons avec les citoyens. Nous avons un groupe qui nous conseille régulièrement sous toutes les négociations. Un groupe qui est composé des organisations environnementales, consommateurs, les syndicats, les petites et les moyennes entreprises, que moi et mes collaborateurs, on voit régulièrement, plusieurs fois par année, pour discuter avec eux et partager l'état de lieu où on en est dans toutes les négociations. Merci beaucoup, Cécilia Malmström, d'être venue ce matin sur France Culture.